Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur le RGPD, l'intelligence artificielle et la cybersécurité ou comment protéger votre entreprise. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et aujourd'hui je suis accompagnée d'Hugo Michelot. Bonjour Hugo. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Hugo qui est juriste expert chez Jury Travail sur la question que nous allons traiter, aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes, dont Hugo, et plus de 700 avocats qui, chaque jour, vont décrypter l'actualité juridique et rédigent des dossiers, des lettres, des contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit, que ce soit du droit social, du droit des contrats, du droit commercial, etc. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance au quotidien et utilisent nos services. Quels sont-ils nos services? Nous avons créé des formules adaptées aux professionnels. Nous avons la formule Pro et la formule Premium qui vous permettront de contacter un juriste donc par téléphone quand vous le souhaitez, qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous aurez un accès illimité à l'ensemble de nos dossiers thématiques, modèles de lettres, modèles de contrats, et bien évidemment, vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, d'aller sur le site de Jury Travail pour découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Hugo, si tu le veux bien, nous allons pouvoir rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous allons pouvoir commencer avec quelques chiffres. Les chiffres que je vais vous citer sont des données de 2023 selon le site cybermalveillance.gouv. Et en 2023, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une augmentation des attaques de différents ordres. Les faux ordres de virement, typiquement, il y a eu plus 63% d'attaques. La défiguration du site, plus 61%. Alors, qu'est-ce que la défiguration du site? C'est un site internet qui est altéré par un pirate informatique. Et plus 41% de déni de service. Qu'est-ce que c'est? C'est le serveur qui est rendu inaccessible car un pirate a exploité une faille de sécurité et du coup rend le serveur inexploitable. En 2023 toujours, les principales cyberattaques pour lesquelles les entreprises ont demandé une assistance, ont demandé de l'aide du coup auprès du gouvernement, concernent les piratages de comptes, le hameçonnage. Qu'est-ce que le hameçonnage? C'est un leurre visant à obliger l'internaute à communiquer ses données. Donc ça, on y viendra un peu plus précisément avec Hugo. Et 16% des demandes d'assistance étaient dues au rançongiciel. Je vais y arriver. C'est tout simplement un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur et du coup qui vous réclame une rançon pour obtenir un nouvel accès à vos fichiers. Ce que nous allons voir aujourd'hui avec Hugo, c'est qu'est-ce qu'une cyberattaque, quels sont les risques pour votre entreprise, comment vous pouvez vous protéger vos données, protéger les données de vos salariés et surtout de vos clients, et quelles sont les conséquences et les recours du coup pour votre entreprise. Pour traiter ce vaste sujet et ce sujet complexe, nous avons divisé la webconférence en 4 grandes parties. Dans un premier temps, Hugo traitera donc des cyberattaques avec qu'est-ce qu'une cyberattaque, comment on qualifie ce genre d'intrusion de cyberattaque, quels sont les risques et vos moyens de protection. Une partie sur le RGPD, quelles sont les règles en vigueur, qui est responsable du RGPD dans votre entreprise et comment ça se passe dans la sous-traitance des données et à quelles sanctions, je vais y arriver, vous vous exposez si vous ne respectez pas ces règles. Nous ferons un focus ensuite sur le rôle et le contrôle de la CNIL
Nous ferons également une partie dédiée à l'intelligence artificielle et au RGPD. Ensuite, nous verrons des questions très opérationnelles que vous pouvez rencontrer chaque jour avec un vrai faux. Et ensuite, nous répondrons à toutes vos questions, enfin, une majorité de questions. Concernant vos questions, je vous invite d'ores et déjà à aller voir sur l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez les poser directement ici. Nous y répondrons avec Hugo en fin de webconférence. Hugo, du coup, c'est parti. Si tu le veux bien, on va débuter avec notre première grande partie sur les cyberattaques. Et première question, quand peut-on parler de cyberattaque ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale de ce que constitue une cyberattaque. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui au passage assure la sécurité des systèmes d'information de l'État et assure une mission de conseil aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale, nous délivre au sein de son glossaire une certaine définition pour appréhender au mieux cette notion. Elle définit une cyberattaque comme un ensemble coordonné d'actions menées dans le cyberespace qui visent des informations ou les systèmes qui les traitent en portant atteinte à leur disponibilité, à leur intégrité ou à leur confidentialité. Donc, il faut savoir qu'une cyberattaque, elle peut être ponctuelle ou s'inscrire dans la durée. Et là, on peut se demander qu'est-ce que le cyberespace ? C'est l'espace tout simplement qui est constitué par les infrastructures interconnectées relevant des technologies de l'information, notamment l'Internet, les ordinateurs, les smartphones, les data centers, les satellites, etc. Pour donner une autre approche de cette notion, on peut dire qu'une cyberattaque désigne donc un effort intentionnel visant à voler, exposer, modifier, désactiver ou détruire des données, des applications ou autres actifs par le biais d'un accès non autorisé à un réseau, un système informatique, à un appareil numérique. Au regard de la loi, si on donne un côté un peu plus juridique à notre propos, et notamment au regard du code pénal, le simple fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données expose son ou ses auteurs à une sanction pouvant aller jusqu'à 100 000 euros d'amende et assortie d'une peine d'emprisonnement portée à 3 ans et une peine encore plus sévère en cas de suppression et ou modification de données contenues dans le système. Donc ça, après, c'est proportionné au regard tout simplement du préjudice. Merci beaucoup Hugo. Et pour répondre à la question de Talia, je vous invite à aller directement pour avoir des chiffres en valeur sur les quantités d'attaques, directement sur les sites du gouvernement, où il y a plusieurs études à ce sujet-là et je pense que vous allez pouvoir trouver des chiffres précis en valeur. Hugo, prochaine question. Donc, quels sont les risques et les conséquences pour l'entreprise ? Alors, les conséquences, effectivement, elles peuvent être lourdes et représenter un impact important pour les entreprises, avec des risques de perturbations techniques affectant le fonctionnement des activités opérationnelles et, par ricochet, générer des perturbations de production, affectant notamment le chiffre d'affaires global et donc une perte financière. Il y a aussi un risque d'atteinte à la réputation, avec un impact à long terme pouvant cristalliser un avis négatif et un manque de sérieux quant à la sécurité offerte par le gardien des données. Et on peut aussi penser à des problèmes juridiques, notamment avec des procédures judiciaires qui peuvent engendrer des coûts, du stress et d'une manière plus générale, un impact humain directement. Donc, que doit faire une entreprise qui est victime d'une cyberattaque ? Alors, quelle que soit la taille de votre entreprise, TPE, PME, les collaborateurs sont souvent les premiers à détecter les anomalies. Donc, pour vous donner quelques bons réflexes à adopter en cas de cyberattaque, nous pouvons suivre les conseils donnés par l'ACIMA. C'est un groupement d'intérêt public qui agit contre la cybermalveillance. Si on suit ces conseils, première chose à faire, ce serait de débrancher la machine d'Internet ou du réseau informatique en déconnectant le câble réseau,
désactiver la connexion Wi-Fi, les partages de données via les appareils mobiles pour tout simplement stopper la propagation de l'attaque. Il faut faire attention à ne pas éteindre l'appareil touché, de préférence par l'attaque, dans un objectif de conservation de preuves contenues dans la mémoire et afin d'optimiser l'analyse pour adopter une stratégie de réponse. Ne pas éteindre ne veut pas dire utiliser l'appareil. Il est important de ne plus toucher l'appareil pour le bon déroulement des investigations futures. Dès les premières suspicions d'attaque, il est primordial d'alerter dès que possible votre support informatique afin d'être guidé au mieux et de minimiser les dommages. Si vous n'êtes pas accompagné, rassurez-vous, il y a la possibilité de se connecter sur un site qui se nomme cybermalveillance.gouv.fr afin d'établir un diagnostic précis de votre situation et entrer en relation avec des spécialistes et organismes compétents, proches de chez vous. Et de ça, d'autres conseils pratiques plus personnalisés pourront également vous être communiqués sur cette plateforme, et notamment des conseils techniques. Ce qu'on peut dire aussi lorsqu'on suit justement aussi les conseils de la CIMA, c'est tout simplement du bon sens, c'est de prévenir vos collègues de l'attaque en cours afin de protéger leurs équipements et éviter d'aggraver la situation. Sur le plan pénal, sur le plan un peu plus juridique, vous aurez aussi la possibilité de vous rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie, dont dépend le site de l'entreprise attaquée pour déposer plainte. Pour préparer cette plainte, cette démarche judiciaire, il est indispensable de récupérer le maximum de preuves du piratage informatique au niveau de la conservation des captures d'écran, des disques durs, copies de disques durs, appareils affectés, clés USB, etc. Important également, il est possible d'obtenir de l'aide par téléphone via le service info escroquerie de la police nationale au 0805 805 817. C'est un numéro gratuit, non surtaxé. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à un chat internet du service consacré à la cybercriminalité de la gendarmerie directement sur internet. C'est facile d'accès et c'est disponible 24 heures sur 24. Donc souvent sur ce type de situation, on peut ne pas être clairvoyant, et justement ce type d'interlocuteur peut nous permettre d'optimiser en tout cas nos faits et gestes pour tout simplement obtenir réparation. Il faut savoir que porter plainte vous permet également d'être reconnu comme une victime et faire valoir vos droits. Et ça, c'est très important. Tout simplement de vous prémunir d'une usurpation d'identité également à l'avenir, d'être accompagné dans des situations complexes, tout simplement. Lorsqu'il y a des cas avec des rançongiciels, ça peut être compliqué de gérer justement ce type de discussion avec des personnes malveillantes. Et donc, tout est dans l'intérêt justement de se rapprocher de personnes compétentes. Porter plainte aussi, ça permet de bénéficier des résultats de l'enquête tout simplement et participer à la lutte contre la cybercriminalité. Chose importante également, et ce depuis le 24 avril 2023, si vous êtes couvert par un contrat d'assurance, il est prévu justement au sein de la loi, donc du Code des assurances, notamment à l'article L12-10-1, que l'indemnisation d'un assuré par l'assureur de ses pertes et dommages causés par une cyberattaque est subordonnée au dépôt préalable d'une plainte, et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la connaissance de la dite attaque. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable et qu'il faut avoir à l'esprit. Si on récapitule toutes ces instructions, ce sont des instructions qui sont simples, mais surtout essentielles pour réagir à ces désagréments. Et ce qu'on peut dire aussi pour ce type de situation, c'est qu'un affichage des consignes à suivre en cas de crise et en cas de cyberattaque dans vos locaux est vivement conseillé, justement pour éclairer tous vos collaborateurs, tout simplement.
Merci beaucoup Hugo. Et pour information, vous recevrez du coup dans les prochains jours le replay de la webconférence ainsi que ce support-là où vous pourrez retrouver les numéros à appeler dont vous parlez Hugo, ainsi que les sites où aller pour déclarer, je vais y arriver, votre attaque. Comment du coup éviter d'en arriver là et comment protéger l'entreprise et ses salariés? Alors, il y a de nombreuses méthodes de piratage qui existent et qui peuvent représenter une menace pour les entreprises. Donc, sans entrer en profondeur dans l'aspect technique et au-delà des outils à mettre en place, il existe quelques bons réflexes pour vous prémunir gratuitement de tout autre, de tout un ensemble de risques. Pour en citer quelques-uns, on pourrait mettre en exergue le fait de procéder déjà aux mises à jour suggérées par les logiciels. L'utilisation aussi d'un antivirus pour vos équipements informatiques. Utiliser des filtres aussi contre l'hameçonnage et les spams. Sachez que la plupart des navigateurs proposent des fonctionnalités pour vous protéger. Autre chose, sensibiliser également votre entourage et notamment vos salariés qui sont en général un maillon faible de la sécurité de votre entreprise, notamment à l'usage d'un mot de passe robuste déjà pour commencer, c'est la base, avec l'aide si besoin d'un générateur fiable de mots de passe. Il y a aussi l'importance également de ne pas se connecter à tout appareil, notamment des clés USB que vous pouvez trouver par hasard et qui seraient potentiellement piégés. Il faut savoir qu'il y a toute une liste qui est plus exhaustive que ce que je viens de vous indiquer et vous pouvez vous rendre directement sur le site de cybermalveillance.gouv.fr et vous y trouverez notamment un support ludique pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et tout simplement vous aider à adopter les bons réflexes pour vous protéger. Voilà. Voilà. Du coup, bien garder en tête que protéger l'entreprise contre les cyberattaques est vraiment l'affaire de tous, c'est-à-dire de vous comme de vos salariés et comme le disait Hugo, il est important d'avoir les bonnes pratiques au quotidien, même quand c'est l'utilisation d'une clé USB. Exactement. Qui est responsable du coup en cas de cyberattaque? Alors, en toute logique, et on l'a déjà dit au tout début, le code pénal déjà sanctionne le ou les auteurs de ces agissements, mais pas que. Les collaborateurs d'une entreprise peuvent également engager leurs responsabilités à l'égard de leurs employeurs en cas de faute. Et le dirigeant lui-même peut surtout aussi engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des clients, de ses salariés, etc. Là, quand on va parler de responsabilité, on va surtout plus s'axer sur le côté, sur la responsabilité du dirigeant, où il peut y avoir plusieurs formes de responsabilité. Et en premier lieu, on peut évoquer la responsabilité civile, qui est un principe juridique qui impose la réparation d'un dommage causé par une faute. En matière de cybersécurité, la responsabilité civile peut être engagée lorsqu'une entreprise subit une cyberattaque et que celle-ci entraîne des préjudices directs pour les tiers. Il faut qu'il y ait un lien de causalité, comme on l'a dit, tels que les clients, fournisseurs ou autres partenaires. Et dans cette responsabilité civile, il faut distinguer plusieurs formes. Il y a la responsabilité contractuelle d'un côté, qui, elle, découle d'un manquement d'une obligation issue d'un contrat liant l'entreprise à un tiers. Si le contrat prévoit des clauses spécifiques en matière de sécurité informatique notamment, leur non-respect pourrait rendre l'entreprise responsable du dommage survenu suite à une cyberattaque. À côté de ces responsabilités contractuelles, on a aussi la responsabilité extra-contractuelle qui, elle, intervient en l'absence de contrat entre les parties concernées. Et elle prend en compte notamment les atteintes aux droits et libertés individuelles. Et justement, en dehors de toute clause spécifique, l'article 82 du RGPD prévoit que le responsable du traitement doit en principe réparer un dommage causé par une violation du RGPD, qu'on détaillera d'ailleurs un petit peu plus loin, sur les données qu'il détient, et qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il apporte la preuve que le fait qui a provoqué ce dommage ne lui est nullement imputable. Il faut savoir que la responsabilité de prouver que les mesures de protection étaient appropriées incombe au responsable de traitement. Si des tiers sont responsables de la divulgation ou de l'accès non autorisé aux données personnelles,
le responsable du traitement peut être tenu d'indemniser les personnes ayant subi un préjudice, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il n'est pas responsable de ce préjudice, tout simplement. Chose aussi intéressante, c'est que la simple peur d'une potentielle utilisation abusive de ces données personnelles par des tiers suite à une attaque, ressentie justement par une personne, et notamment suite à la violation du RGPD, peut constituer en soi un préjudice moral. Et ça a été confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne. Et en parallèle, on a aussi, comme on l'a vu un petit peu avant, la responsabilité pénale donc, des auteurs, mais aussi du dirigeant, qui peut être engagé, comme le prévoit le Code pénal, en cas de plainte, en vertu notamment de l'article 226-17 du Code pénal, s'il ne met pas en œuvre les mesures prescrites par le RGPD. Et à ce moment-là, il s'expose à une peine d'emprisonnement et tout simplement à une amende qui peut être plus ou moins importante. Oui, donc ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Merci beaucoup, Hugo. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et si jamais une question vous vient après la webconférence, sachez que vous pourrez la poser directement à nos juristes via un lien que vous enverra Elodie dans le chat ou en passant directement par notre site. Votre première question est gratuite et nos juristes, et ce sera peut-être Hugo, se feront un plaisir de vous rappeler et de répondre à votre question. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième grande partie. Donc, tu as commencé à en parler un petit peu sur le RGPD, autrement dit le règlement général sur la protection des données. Et qu'est-ce qu'on entend par données personnelles ? Ouais, c'est une notion qui est importante. Il faut savoir que les fichiers de votre entreprise, qu'ils sont informatisés ou sur papier, peuvent contenir non seulement des informations sur les clients de l'entreprise, mais aussi sur vos salariés. Et ces informations, elles sont considérées comme des données personnelles, dès lors qu'elles permettent d'identifier ou de rendre identifiable directement ou indirectement une personne physique. Alors, on peut donner quelques exemples. Ça peut être le nom, le prénom, une adresse, un numéro de sécurité sociale, une photo, un identifiant informatique, tout élément spécifique de la personne propre à son identité physique. Ça peut être aussi des spécificités physiologiques, psychiques, économiques, culturelles, sociales. Et dès lors qu'une entreprise ou l'un de ses sous-traitants collecte ce type d'informations auprès de ses clients ou de ses collaborateurs, il est directement concerné par les dispositions obligatoires du RGPD, du Règlement général sur la protection des données. Notez que certaines informations considérées comme des données sensibles font l'objet d'une interdiction, tout simplement, de collecte. C'est une interdiction de principe. Et parmi celles-ci, on peut indiquer notamment tout ce qui est l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, une appartenance syndicale, une orientation sexuelle. Tout ça, voilà, ce sont des données dites sensibles. Et ce qu'il faut retenir sur cette question, sur ce que l'on entend par données personnelles, c'est que le RGPD prévoit que vous ne devez collecter que les données nécessaires à vos objectifs, à votre activité, que ce soit que ça doit être clairement défini et légitime. Tout traitement de données doit obéir à un objectif précis et déterminé en amont. Merci Hugo, c'est très clair. Et quelles sont les règles en vigueur, du coup ? Alors, le cadre juridique repose essentiellement aujourd'hui sur le RGPD. Le règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen, si on fait un petit peu d'histoire, qui remonte au 27 avril 2016, dont l'objectif est d'encadrer le traitement des données à caractère personnel dans un contexte de développement accru du numérique au regard de ces dernières années. C'est un texte qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et il vise à protéger les droits des personnes dont les données sont collectées. Et il leur garantit justement un droit d'accès à leurs données, un droit de rectification de celles-ci et un droit à l'effacement de données collectées. Il y a tout un ensemble de droits qui est prévu par le RGPD. En plus de ces droits accordés aux personnes dont les données sont collectées, le RGPD va aussi imposer des obligations aux entreprises qui collectent justement ces données. On peut citer plusieurs obligations, justement, notamment la mise en place d'un registre de traitement de données
collectées, la sécurisation des données et la limitation à leur accès aux personnes autorisées, et la nomination d'un délégué à la protection des données, qui doit justement veiller à la conformité de l'organisme, de l'entreprise au RGPD. Et est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Alors, le champ d'application du RGPD, il est particulièrement large. Le RGPD a pour vocation à s'appliquer à tout organisme, tout type d'organisme, qui soit public, ça peut être des collectivités, mais aussi des organismes privés, les associations, les entreprises, etc., qui traitent des données personnelles. Dès lors qu'il y a un traitement de données personnelles et qu'il est établi sur le territoire de l'Union européenne ou que son activité cible directement des résidents européens, il est soumis justement au RGPD. Donc, ce dispositif, il faut le rappeler, il ne concerne pas seulement les entreprises européennes. Ça peut être aussi des entreprises qui sont installées en dehors de l'Union européenne. Dès lors qu'elles ont des relations commerciales avec des clients européens, le RGPD s'applique. Donc, une entreprise américaine, par exemple, doit se mettre en conformité avec le RGPD dès lors qu'elle vend des produits à des clients en France. Il faut savoir que le RGPD concerne les entreprises de toute taille. Comme j'ai pu le dire un petit peu avant, TPE, PME sont également tenues de se mettre en conformité dès lors qu'elles traitent justement ces données personnelles. Si une entreprise fait appel à un sous-traitant, ce dernier a certaines obligations spécifiques, justement au regard de ce règlement, notamment en vue d'aider le responsable de traitement dans sa démarche de mise en conformité aux règles applicables. Quand on parle de sous-traitant, ici, c'est l'organisme qui traite des données personnelles pour le compte et sur instruction, ou sous l'autorité d'un responsable de traitement. Le responsable de traitement, quant à lui, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens d'un traitement. Il s'agit donc de l'entreprise, bien souvent, qui mandate le sous-traitant. Il y a on peut parler d'une limite au RGPD pour lequel il ne s'applique pas. C'est notamment auprès des particuliers qui, eux, collectent des données. Quand je parle en leur qualité de particuliers non professionnels, qui collectent justement des données à caractère personnel pour des besoins strictement personnels ou domestiques. Il n'y a pas d'obligation de mise en conformité au règlement dès lors que la collecte de ces données n'est pas en lien avec une activité professionnelle ou commerciale. Donc, au regard de cette limite, on ne peut donc pas reprocher à un particulier, sur la base de la loi informatique et liberté prise par le législateur français ou du RGPD, qui est le règlement européen, d'avoir divulgué à un tiers, par exemple, un numéro de téléphone qui est enregistré dans son portable sans l'accord préalable de ce dernier. Merci beaucoup Hugo, et vous pourrez retrouver tout ce que vous explique Hugo dans notre dossier dédié au RGPD. Elodie vous mettra le lien dans le chat, vous pourrez le retrouver également sur notre site où vous allez retrouver vraiment toute la procédure, des modèles à télécharger et vraiment toutes les obligations qui vous incombent en matière de RGPD. Je vais y arriver. Qui est responsable du coup de cette mise en conformité, Hugo? Alors, le RGPD désigne comme responsable du traitement justement la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement envisagé de ces données personnelles. Généralement, il s'agit du chef d'entreprise, éventuellement assisté dans ses missions par le délégué à la protection des données. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement effectué par l'entreprise est conforme à la réglementation applicable. Il peut, par exemple, décider de l'application d'un code de bonne conduite approuvé par la CNIL, que vous pouvez retrouver directement sur le site, pour démontrer le respect de cette obligation. Pour mémoire, un code de conduite, ça va être un outil de conformité pratique qui permet aux organismes qui l'utilisent de démontrer leur conformité au RGPD en justifiant les bonnes pratiques qui sont mises en place au sein de l'entreprise. Ceux qui adhèrent à un code de conduite approuvé doivent obligatoirement le respecter
et mettre en place tout simplement les règles qu'il contient et les mettre en application. Merci Hugo. Est-il toujours nécessaire de faire une déclaration préalable à la CNIL? Alors, depuis 2018 et l'entrée en vigueur du RGPD, il y a une modernisation de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Et jusqu'à cette date, la loi informatique et liberté impliquait avant toute création de traitement de fichiers, de création et de traitement de fichiers qui comportaient justement des données personnelles, de procéder à cette déclaration préalable auprès de la CNIL. Avec l'entrée et l'application du RGPD depuis 2018, vous n'avez plus besoin de faire cette formalité auprès tout simplement de cette commission pour le traitement des données personnelles nécessaires à la gestion de votre activité. En contrepartie, il n'y a plus besoin de faire cette déclaration, mais votre responsabilité dans le traitement des données personnelles va être renforcée justement à travers ce règlement en vous faisant peser plusieurs impératifs, comme le fait de ne connecter que les données nécessaires à l'accomplissement des objectifs que vous avez fixés en amont, d'informer les personnes de la collecte de leurs données et obtenir aussi leur consentement. Ça, si on fait des cas d'usage, souvent ça va être à travers l'apparition de cookies ou de formulaires pour valider justement une politique de confidentialité. Les impératifs aussi, il y a de tenir un registre de traitement, justement de tenir un registre de traitement des données personnelles, de nommer aussi, si nécessaire, un délégué à la protection des données et de prévoir des mesures de sécurité qui garantissent la protection des données collectées. Si on prend l'exemple d'un site Internet, ce dernier permet de collecter des données personnelles par le biais et éventuellement la création de sites, la création de comptes en ligne. Et à ce moment-là, l'entreprise n'a pas à procéder à une déclaration préalable auprès de la CNIL. Elle doit simplement se conformer aux règles qu'on vient de citer précédemment. Très bien. Question que beaucoup d'entreprises se posent du coup, comment faire en cas de sous-traitance des données? Alors, faire appel à la sous-traitance doit vous inviter à certaines précautions, notamment en termes de protection des données personnelles. Et sur ce point, le règlement, le RGPD, instaure un principe de responsabilisation de tous les acteurs impliqués dans le traitement de ces données. Donc le responsable de traitement comme les sous-traitants. Il faut savoir que le sous-traitant, au sens du règlement au regard du RGPD, ça va être la personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou tout autre organisme qui traite justement ces données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Pour apprécier le niveau de responsabilité de votre sous-traitant au regard du RGPD, on peut s'appuyer sur divers critères, notamment le niveau de surveillance que vous exercez sur la mission du sous-traitant, le niveau d'autonomie et d'expertise dont dispose justement ce sous-traitant dans l'exécution de sa mission, et la confidentialité de l'existence de la relation qui vous unit au sous-traitant. Plus votre sous-traitant est autonome dans ses missions, plus il lui est recommandé d'apporter une attention particulière au devenir des données personnelles qu'il collecte et conserve pour vous. Le sous-traitant, il doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données qu'il traite et doit respecter tout un ensemble d'obligations, notamment l'obligation de transparence et de traçabilité. C'est une obligation qui implique que les relations entre vous et votre sous-traitant, votre sous-traitant justement de données, soient formalisées dans un contrat écrit de préférence qui reprendra les obligations de chaque partie. Et cela nécessite que vous soyez informé des moyens mis en œuvre par le sous-traitant pour tout simplement respecter le RGPD. L'inverse est également vrai. Il est aussi nécessaire que votre sous-traitant recense vos instructions par écrit et demande votre autorisation avant de faire lui-même appel à un sous-traitant. Le RGPD va
imposer également aux sous-traitants qui tiennent son propre registre des activités de traitement effectuées pour le compte de ses clients, voire dans certaines situations, qui désigne lui aussi un délégué à la protection des données. Autre obligation, le sous-traitant a aussi une obligation de garantir la sécurité des données traitées. C'est logique. Il doit s'assurer que les salariés, les partenaires soient soumis tout simplement à une obligation de confidentialité concernant ces données. Il doit porter à votre connaissance toutes les violations dont il a été informé. Donc, en contrepartie, vous devez prendre en collaboration avec lui toutes les directives propres à garantir la sûreté des données que vous partagez. Attention, à la fin de votre relation d'affaires, le sous-traitant devra supprimer toutes les données traitées pour vous ou vous les transmettre tout simplement sans en faire une copie pour son usage personnel, sauf obligation légale ou sauf accord contractuel. Pour terminer, on peut dire aussi qu'il est soumis à une obligation d'alerte et d'assistance, où il doit vous apporter son assistance lorsque l'un de vos clients effectue une demande relative à la protection de ses données personnelles. Il doit également vous informer de toute atteinte à la protection des données qu'il constate dans le cadre de vos instructions. En synthèse, on peut retenir la notion de collaboration entre vous et votre ou vos sous-traitants, tout simplement pour optimiser cette relation contractuelle et notamment la préservation de ces données. Merci beaucoup Hugo. Donc tu l'as un petit peu traité tout à l'heure, mais quelles sont les sanctions en cas de non-conformité? Les autorités de contrôle de chaque État ont le pouvoir de sanctionner tous les organismes traitant les données personnelles qui ne respectent pas les obligations. Les sanctions qui s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, il y en a plusieurs. Et en cas de non-conformité au RGPD, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, peut prononcer soit un rappel à l'ordre lorsqu'il y a justement une non-conformité, vous mettre en demeure tout simplement, et une mise en demeure sous astreinte, limiter temporairement ou définitivement justement certains traitements de données ou suspendre les flux de données. Il peut aussi vous ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes lorsque vous êtes dans une situation où vous ne répondez pas justement à ces sollicitations, notamment tout ce qui est demande de droit d'effacement, de communication de données. Et ce, justement, aussi sous astreinte. Vous pouvez faire l'objet de ce type d'astreinte et ça peut, en règle générale, être évalué à un montant maximal de 100 € par jour de retard. Il peut également aussi y avoir des amendes administratives qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et s'ajoute à tout cela des procédures judiciaires avec des peines plus ou moins importantes en cas de poursuite. Donc, en cas de non-conformité, le risque de causer un dommage augmente forcément, il est plus élevé, et par conséquent, on s'expose aux sanctions vues précédemment, notamment en matière de responsabilité civile et ou pénale. Alors, je t'entends plus du tout, Mylène. Je crois que tu as coupé le micro. Pardon, excusez-moi. Aucun problème. Je disais que nous allions pouvoir passer à notre troisième grande partie du coup sur la CNIL. Tu l'as évoqué plusieurs fois du coup depuis le début de la web conférence. On va essayer de faire un focus rapide dessus. Et dans un premier temps, quel est son rôle à la CNIL? Alors, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est le régulateur des données personnelles. Donc, la CNIL, elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. La CNIL peut également contrôler les organismes et, en cas de manquement constaté, peut décider de les mettre en demeure ou de les sanctionner, comme on vient de le voir juste avant. Pour vous donner un chiffre, en 2023, il y a eu 340 contrôles sur place ou en ligne qui ont été recensés.
Et que faire en cas de contrôle? Alors, effectivement, comme on l'a vu, la CNIL contrôle, elle sanctionne dans l'hypothèse où les acteurs ne seraient pas en conformité avec leurs obligations légales. Euh, pour ce faire, elle dispose de divers moyens de contrôle, divers leviers, comme un contrôle sur pièce, sur document, un contrôle sur convocation. Elle peut faire aussi des contrôles sur place ou en ligne. Il faut savoir que seuls les membres de la CNIL ou les agents habilités par celle-ci peuvent procéder à ces contrôles. Autre chose qui peut être pratique, c'est qu'un avocat peut aussi vous assister à l'occasion d'un contrôle de la CNIL. Si jamais vous n'avez pas d'avocat qui peut être présent ce jour pour le contrôle, il peut y avoir la possibilité de faire appel à deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle, tout simplement. Et dans ce cas de figure, l'entreprise contrôlée est dans l'obligation de fournir à la CNIL le maximum d'informations techniques et juridiques pour qu'elle puisse apprécier justement les conditions et la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel. Donc, si elle vous demande tous les documents nécessaires à sa mission, il faut y répondre favorablement. Tout ce qui est accès aussi au serveur, au programme, toutes les données qui sont traitées tout simplement par l'établissement. Il faut savoir que le non-respect de ces obligations peuvent être considérées comme une entrave à l'action de la CNIL. Et ça, c'est répréhensible. Vous pouvez être exposé à une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende. Merci beaucoup Hugo. Une question d'Élodie qui rebondit sur ce que tu disais. Quels sont les documents nécessaires du coup? Tous les documents qui tout simplement recensent les données personnelles des clients, mais ça peut être aussi tous les documents qui permettent d'établir tout simplement les mécanismes de prévention qu'a pu mettre en place tout simplement l'établissement, l'entreprise. Donc c'est des documents de diverses natures. Il faut tout simplement que ces documents soient justifiés par rapport à la poursuite de la CNIL au regard de son pouvoir de contrôle. Pour retrouver toutes les procédures en cas de contrôle et de litige avec la CNIL, vous pouvez d'ores et déjà télécharger notre dossier complet qui traite du sujet. Élodie vous enverra le lien dans le chat. Vous pourrez également le retrouver sur le site de Jury Travail. Il va traiter des litiges avec la CNIL, mais également avec la DGCCRF. Donc voilà, il est assez complet. Je vous invite à le télécharger dès maintenant. Il est très bien fait. Et pour rebondir sur ce que disait Hugo sur si vous avez besoin d'un avocat du coup dans vos démarches en cas de contrôle, etc. Sachez que, comme je vous le disais en début de webconférence, nous sommes en partenariat avec 700 avocats qui ont des spécialités très diverses. Donc n'hésitez pas également, si vous avez besoin, à vous rendre sur le site de Jury Travail pour trouver l'avocat qui sera le plus compétent sur ce sujet-là. Merci beaucoup Hugo. Nous allons pouvoir passer à notre quatrième grande partie sur l'intelligence artificielle, sujet vraiment dont tout le monde parle actuellement et dans le domaine de l'entreprise énormément. Le traitement des données via un système d'intelligence artificielle, quelle nouveauté par rapport au RGPD? Alors, il faut savoir que le RGPD régule toutes les formes de technologie qui traitent des données à caractère personnel. Donc, on peut en déduire qu'il s'applique aussi à l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a une certaine forme de neutralité dans les textes, avec notamment les notions de nouvelles technologies. Par exemple, il ne va pas y avoir dans le RGPD la notion de blockchain, de technologie de décentralisation ou d'intelligence artificielle. C'est pas nommé directement dans les textes. Pour en revenir plus précisément à l'intelligence artificielle et essayer de définir cette notion, on peut dire que déjà, ça désigne des systèmes, des machines capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine. Ça inclut un large éventail de technologies telles que le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique, la robotique, la reconnaissance d'images, etc.
Et le point où ça nous concerne aujourd'hui, c'est que la création d'un système d'intelligence artificielle implique le développement de machines et d'algorithmes capables d'apprendre à partir de données, de comprendre et de traiter le langage humain. Ça peut aussi interpréter des informations visuelles qu'on lui donne, de proposer des solutions en fonction des données entrées. Et les risques que peut présenter justement ce type de technologie, il y en a plusieurs. Ils peuvent concerner les données utilisées pour le développement du système, être liés à l'élaboration même des outils ou encore se rattacher aux données collectées via ces machines. Ainsi, les systèmes d'IA, donc d'intelligence artificielle, peuvent être biaisés, donnant parfois naissance à des discriminations à l'encontre de certaines personnes. Il faut savoir que derrière l'intelligence artificielle, il y a avant tout des cerveaux humains remplis d'avis subjectifs. Et donc, il peut y avoir des atteintes à la vie privée des individus qui peuvent également avoir lieu dans les cas où les données sont utilisées à des fins non prévues et non négociées. Donc, il peut y avoir aussi des atteintes aux droits d'image, aux droits d'auteur, aux droits de propriété, etc. Et le non-respect des règles applicables en matière de sécurité peut également engendrer un vol des données ou encore une altération des données dont certaines peuvent s'avérer être des données sensibles. Donc, éviter ces risques que peuvent représenter ces nouvelles technologies, c'est pas simple et le législateur doit s'adapter. Et dans cette perspective, l'Union européenne a priorisé cette thématique et plusieurs textes ont été adoptés en la matière, dont notamment une résolution sur une politique industrielle européenne, notamment sur l'intelligence artificielle et plus largement la robotique. Donc, en plus du règlement général sur la protection des données qui s'applique aux pratiques d'intelligence artificielle en Europe, il y a un règlement européen sur l'IA qui a récemment été adopté par le Parlement européen, nommé Artificial Intelligence Act. Et ce règlement vise à garantir que l'intelligence artificielle soit conçue et utilisée de manière responsable et respectueuse des droits fondamentaux, notamment des droits des personnes liés à la protection des données personnelles. Donc, ce règlement définit des exigences spécifiques pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, tels que les systèmes utilisés pour la reconnaissance faciale, le profilage ou encore la prise de décision automatisée. Donc, l'objectif est que ces systèmes doivent être conçus afin de minimiser les risques pour les personnes concernées. Et pour terminer, on peut évoquer aussi la création d'un service spécifique pour l'intelligence artificielle par la CNIL, qu'on a évoqué plusieurs fois en amont, et encore une fois, qui a mis en place plusieurs outils afin d'aider les acteurs concernés à mettre en place des systèmes conformes, donc vraiment les acteurs qui sont à la genèse et à la conception de ces outils technologiques. Et je peux que vous inviter à vous y rendre pour obtenir toutes les informations nécessaires à ce sujet. Merci beaucoup Hugo. En effet, je vous rappelle, vous recevrez la présentation avec tous les liens dont vous parle Hugo et vous pouvez également vous faire accompagner par un de nos juristes, bien sûr, qui peut vous accompagner dans la mise en conformité de votre RGPD, Voilà. Nous allons pouvoir passer du coup à notre vrai-faux qui va traiter 3 questions vraiment très opérationnelles que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien au sein de votre entreprise. Première question, puis-je conserver les numéros de carte de crédit de mes clients? Alors, le RGPD prévoit que les données personnelles doivent être conservées uniquement le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. Donc, pour le paiement de transactions conclues à distance, les données strictement nécessaires pour la réalisation d'un paiement sont notamment le numéro de la carte, la date d'expiration et éventuellement aussi le cryptogramme visuel. Par défaut, ces données ne doivent pas être conservées au-delà de la transaction elle-même. Donc, si vous souhaitez conserver les données bancaires de vos clients, au-delà justement de cette transaction qui est autorisée, vous avez l'obligation de recueillir leur consentement sans équivoque. Autre question, puis-je céder, louer ou encore mettre à disposition les données personnelles collectées grâce à mon site e-commerce?
Mm. Alors, sachez que si vous devez utiliser les données personnelles que vous détenez à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées, vous devez en avertir là où les personnes concernées qui peuvent en principe s'y opposer. Euh, le cas de la cession ou de la mise à disposition des données personnelles que votre entreprise a traitées auprès d'un tiers peut prendre différentes formes. Il peut y avoir plusieurs responsables de traitement déjà qui vont déterminer un ensemble euh, de moyens de traitement. Et dans ces conditions, et toujours dans le respect des principes précédemment cités, il est possible d'échanger justement ces données collectées. Il y a un autre cas d'échange aussi, c'est avec le cas du sous-traitant. Ce dernier va effectuer un traitement pour le compte d'un responsable de traitement sous ses instructions et toujours avec les garanties suffisantes pour être en conformité avec le règlement sur la protection des données. Si le sous-traitant souhaite lui-même faire appel à un sous-traitant, il devra au préalable recueillir l'accord du responsable de traitement. Et enfin, on peut aussi envisager le cas de la vente d'un fichier, justement, client avec des données personnelles, dès lors que certaines règles relatives à la protection des données soient respectées. Il faut notamment que le fichier CD ne contienne que des données des actifs des clients actifs, je veux dire, et que ces clients actifs ne se soient pas opposés à la transmission de leurs données ou qu'ils y aient consenti, tout simplement. Il faut également que l'acheteur du fichier respecte les droits des personnes dont les données sont cédées en les informant de sa récupération du dossier, tout simplement. Et dois-je toujours signaler les violations de données personnelles à la CNIL? Alors, si votre entreprise est victime d'une violation de données à caractère personnel, que ce soit via une perte, vol d'informations, atteinte à la confidentialité ou tout autre accident de diverses natures, et que c'est susceptible de présenter un risque justement pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devez effectuer effectivement un signalement auprès de la CNIL sous 72 heures maximum. Donc la notification, elle s'effectue en ligne directement sur le site de la CNIL. Si le signalement n'est pas effectué dans les délais requis, vous devez préciser tout simplement les motifs de votre retard, sous peine de sanction. Merci beaucoup Hugo. Tu as été très clair tout au long de la webconférence. Pour preuve, nous n'avons pas de questions de nos participants. En revanche, je vous rappelle que si une question, même spécifique à votre entreprise, vous vient après la webconférence ou dans les semaines d'après, vous pouvez poser votre question directement à nos juristes qui seront ravis évidemment de vous aider et de vous aider. Votre première question est gratuite, donc vraiment n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on vous aidera sur ces questions-là. Élodie vous a envoyé les liens dans le chat. Je vous le rappelle, je vous invite vivement à télécharger notre dossier sur le RGPD et ou sur les litiges avec la CNIL ou la DGCCRF ou le RCS. Et vous avez également sur notre site quantité de modèles de lettres qui peuvent vous être utiles au quotidien et vous permettre de gagner du temps et d'être sûr d'être en accord avec les législations. Et pour exemple, vous avez ce modèle de lettre pour informer les clients dont les données ont été rendues publiques. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur le site pour les découvrir. Je vous rappelle également que vous pouvez être accompagné par nos juristes et accéder à tous ces dossiers, dont ceux-là en illimité, grâce à nos formules pro. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Hugo, merci beaucoup. C'était très clair. Ouais, merci à toi aussi, Mylène, et merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et puis, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter, à venir vers nous si jamais vous avez la moindre information. On est là pour ça, pour vous éclairer si jamais vous avez le moindre doute et vous aider tout simplement dans vos démarches. Donc, n'hésitez vraiment pas à solliciter nos services. Ce sera avec plaisir justement de vous aider. Voilà. Merci Hugo, merci Elodie pour le chat et je vous donne rendez-vous
pour 2 webconférences sur tout autre domaine. Le 18 juin, nous serons sur les heures de délégation des élus CSE et des délégués syndicaux à 14 heures. Les webconférences sont bien évidemment toujours gratuites. Et le 20 juin, soit 2 jours après, sur les nouveautés concernant la gestion des arrêts maladie et notamment, vous le savez, la nouveauté concernant le cumul des congés payés en arrêt maladie. Cette webconférence sera animée par Gwenaëlle Petit, notre juriste, et je serai ravie de vous y retrouver. Passez une très bonne après-midi et à très bientôt sur Jury et Travail. Au revoir.